Alors, j'espère que cette petite pause vous a fait du bien. Nous vous proposons ici, pour clôturer déjà la séance de la matinée, un sujet qui va vous mettre l'eau à la bouche et qui vous fait pas mal couler dans l'accréditation. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Herbeau, qui est le directeur de la PAX, professeur à l'ULB et aussi collaborateur à l'UCL. Xavier Muscat, médecin-chef et directeur médical du CHU Namur Sainte-Élisabeth. Et enfin, Stéphane Olivier, qui est directeur général du Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage. Donc ils sont tous des experts de renom en termes de qualité et de sécurité des soins, mais aussi dans son implémentation managériale au sein des institutions. Et donc aujourd'hui, ils vont nous partager leur expérience de la notion d'accréditation via ce débat. Merci à eux. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, merci pour l'invitation, on est très heureux d'être là. Donc l'idée de cette présentation, c'est surtout d'avoir un grand espace de questions, réponses, discussions autour de cette question. Alors je comprends qu'il y a différents publics dans la salle, donc on va quand même brièvement réexpliquer, mais très brièvement, ce qu'est l'accréditation. On pourra, le cas échéant, approfondir certains éléments par la suite. Donc moi je vais me charger un peu de la mise en contexte, de mettre un petit cadre autour de ce qu'est l'accréditation, d'où ça vient rapidement, où on en est en Belgique, peut-être 2-3 perspectives pour le futur, ou en tout cas 2-3 questionnements qu'on peut avoir par rapport au futur. Et puis mes deux collègues rapporteront plutôt leur expérience dans leurs institutions respectives de la mise en œuvre de l'accréditation, ce qu'elle peut apporter, voilà, les forces, faiblesses, points habituels. L'idée, c'est évidemment de repartir sur cette base-là et de pouvoir discuter par la suite, finalement, est-ce que l'accréditation, c'est une bonne idée ou pas. Donc vous avez une définition relativement classique de l'accréditation. L'accréditation, par rapport au sujet de la journée, c'est évidemment quelque chose qui est elles sont intrinsèquement liées. Donc l'accréditation, elle est née dans les années 50, sur mon slide suivant, aux États-Unis et au Canada, mais en fait les origines remontent plutôt dans les années 1920, quelque chose comme ça. À l'origine, c'était au niveau des chirurgiens aux États-Unis, dans les blocs opératoires, qui voulaient ou qui avaient la volonté de diminuer la variabilité dans les résultats, en fait, par la mise en œuvre de processus. Et donc c'est de là qu'est débouché la création de guidelines, de bonnes pratiques qui ont débouché sur l'accréditation. Donc l'accréditation, c'est vraiment quelque chose qui est axé pas que sur la sécurité, pas que sur les risques, mais les sécurités et risques, c'est vraiment la pierre angulaire de l'accréditation avec la méthodologie ou les méthodologies d'amélioration continue. Et donc l'idée de l'accréditation, c'est vraiment dire, on va se confronter à un ou des référentiels qui vont reprendre une série de normes, comme je disais, axées sur toute une série de thématiques qui ont été cités par le professeur Eliki ce matin. On retrouve beaucoup des éléments qu'il a pu citer dans les référentiels, donc avec des normes. Et en gros, c'est de voir, est-ce que dans mon fonctionnement, au jour le jour, je réponds ou pas à ces normes. Voilà, de manière très, très brève. Alors, l'accréditation, ce n'est pas quelque chose de belgo-belge. Loin de là, comme je le disais, ça a été créé dans les années 50, Canada, aux États-Unis. Pendant 20-30 ans, c'est resté très très localisé sur ces régions, et puis à partir des années 90, ça a commencé à se diffuser par toute une série de pays, la France, des pays asiatiques, etc. Chez nous, c'est plutôt 2004-2005. Aujourd'hui, comme je le mets sur le slide, il y a plus de 100 pays dans le monde qui utilisent l'outil, parce que c'est un outil d'accréditation, qui utilise l'outil d'accréditation. Au niveau de la Belgique, c'est dans les années 2004-2005, ça a commencé par la KU Leuven, qui était le premier hôpital belge accrédité par un organisme américain, la JCI. En 2009, en Flandre, il y a eu la déclaration de politique régionale après l'élection, avec la volonté d'inciter les hôpitaux flamands à se lancer dans l'accréditation. Ça avait commencé un peu avant, mais c'est vraiment en 2009 qu'il y a eu l'envol de l'utilisation de cet outil en Flandre. En 2012-2013, la partie Wallonie-Bruxelles a commencé à se poser des questions. C'est quoi l'accréditation? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça peut amener? Comment est-ce qu'on peut faire? Quels sont les organismes? Quels sont les référentiels? Enfin, tous ces genres de questions. C'est à cette occasion-là que la PAX a été créée. D'ailleurs, c'était pour répondre initialement à ces questionnements. Et en 2018, vous le savez ou pas, mais donc dans le système de paiement à la performance qui a été lancé par Maggie de Bloch, par la ministre fédérale Maggie de Bloch à l'époque, il y a un des indicateurs qui reprend ce statut d'accréditation. Est-ce que vous êtes accrédité ou pas? Est-ce que vous avez un contrat ou pas? Et donc qui rapporte des points et donc de l'argent ou un peu d'argent. Et on se dirige tout doucement vers l'apparition de décrets ou d'arrêtés régionaux en termes de qualité. Alors aucun n'est finalisé, mais en tout cas il y a vraiment des débats autour de ça. Et de ces questions d'accréditation, indicateurs, démarches, comment est-ce qu'on peut créer de la cohérence avec tout ça. Donc on est en cours de formalisation. Voilà.
en décalage par rapport à la Flandre, ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'un fait, hein, mais avec un petit décalage par rapport à la Flandre. Alors du côté Wallonie-Bruxelles, aujourd'hui, les hôpitaux accrédités, donc pas en cours, mais ceux qui sont accrédités sont repris sur cette carte. En bleu, c'est parce que c'est un hôpital qui a été accrédité par l'organisme français, la HAS, Haute Autorité de Santé. Tous les autres en rouge, c'est par l'accréditation Canada, qui est un des organismes présents en Belgique. En termes de pourcentage, alors d'informations qu'on nous a fournies à la PACS en tout cas, donc on a sur les numéros d'agrément, il fallait prendre une échelle, donc on a pris les numéros d'agrément, on a 36% des numéros d'agrément hospitaliers Wallonie-Bruxelles qui sont accrédités, 12% qui sont en cours, 24% qui nous disent être en réflexion pour se lancer, et 28% soit qui ne nous ont pas répondu, soit qui nous ont dit non, nous ne le fait pas, c'est clair, voilà. Donc voilà, quelque chose de balancé, on avance. Avec quand même, alors j'ai pas repris les chiffres, mais un biais entre guillemets en fonction du type d'institution. Globalement, c'est d'abord les plus grosses institutions et hôpitaux généraux qui sont dans ce mouvement-là. Alors c'est pas une règle absolue, hein, mais de manière générale, les petites institutions psychiatriques, ben, en général, ne sont pas encore à ce niveau-là de réflexion en tout cas, et il n'y a pas de jugement sur leur qualité dans ce cadre-là. On est vraiment sur l'utilisation de l'outil. Et donc, beaucoup de monde qui font l'accréditation, est-ce que ça fonctionne? C'est évidemment la question à 1 million, c'est 1 million, je pense qu'on citait comme chiffre ce matin dans les questions. Question à 1 million, ben en fait, oui et non. Alors, oui et non, d'abord pour toute une série de raisons, c'est très compliqué de mesurer l'impact de l'accréditation. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans les mesures qu'on veut faire? L'accréditation, ce n'est pas une démarche isolée, c'est rare qu'une institution ait uniquement l'accréditation et rien d'autre comme démarche autour. Et donc, comment est-ce qu'on contrôle pour ces aspects-là? C'est complexe l'accréditation, l'hôpital est complexe, ça a été dit ce matin, et donc bien mesurer les choses. L'absence de groupe de contrôle, alors ça c'est un peu statistique, mais c'est évidemment très très important. C'est-à-dire c'est très rare d'avoir au sein d'un même pays certains hôpitaux qui commencent en même temps à le faire, d'autres qui ne le font pas du tout sur une durée suffisamment longue pour pouvoir mesurer l'impact et donc avoir effectivement un groupe de contrôle avant-après. La possibilité, c'est de prendre un pays qui le fait, un pays qui ne le fait pas, mais alors on a le contexte qui joue. Donc on a des problèmes statistiques pour contrôler ça. Voilà, donc c'est très très compliqué de mesurer l'impact et donc c'est très très difficile de le montrer. Alors, il y a une série de choses quand même qu'on voit dans les études. Alors j'ai simplifié, mais en gros voilà. Donc en gros, pour tout ce qui est satisfaction du staff, est-ce que le staff finalement retire une satisfaction? C'est très variable selon les études et donc selon les contextes, selon la manière, a priori ce sont des hypothèses, mais selon la manière en laquelle c'est fait, voilà, c'est très très variable. Sur le coût, c'est très difficile à mesurer. Quand on fait un investissement pendant un processus d'accréditation, est-ce qu'on le fait parce qu'on fait l'accréditation, parce que de toute façon on l'aurait fait, et donc mesurer le coût, c'est très compliqué. Satisfaction des patients, c'est peu concluant. Donc avec l'hypothèse, est-ce qu'ils sont vraiment concernés, est-ce qu'ils voient ça, et donc est-ce qu'ils en retirent une satisfaction, est-ce que c'est ça le premier point d'observation? Qualité des soins, c'est difficile à mesurer, mais la qualité des soins en tant que telle est difficile à mesurer évidemment. Mais on sait que l'accréditation a un impact positif, et ça c'est montré dans de nombreuses études, sur le respect des guidelines, le contrôle des infections, le leadership, la culture. Donc il y a une série d'éléments dont on sait qu'il y a un impact concret. Sur les résultats, qui est quand même une question importante, est-ce que l'accréditation a un impact sur les résultats des soins? Pendant très longtemps, on n'a eu absolument aucune étude concluante en la matière. Les premières études concluantes en la matière datent d'il y a quelques années au Danemark, où il y a 2 études qui ont montré que pour les hôpitaux qui avaient fait 2 cycles d'accréditation, on avait effectivement des durées de séjour et des taux de réadmission plus faibles. Voilà. Mais ces 2 études parmi tout un tas d'études qui n'ont pas montré le résultat. Donc voilà, donc c'est quand même un élément important à avoir en tête. Ce qui pose la question de la valeur de l'accréditation. Est-ce que ça vaut la peine de faire l'accréditation? Pourquoi est-ce qu'on fait l'accréditation? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire l'accréditation? L'idée, c'est qu'il ne faut pas se tromper du coup dans le questionnement. L'accréditation, quand on lit les référentiels d'accréditation, en fait, il y a relativement peu d'éléments de résultats derrière. On est dans la structure, on est dans le process, on est dans la mise en place des fondations nécessaires à. Et donc, il ne faut pas chercher à donner à l'accréditation une valeur qu'elle ne peut pas avoir. Elle met en place les fondations, elle ne fait pas tout. Donc c'est un outil qui peut aider à avancer, mais qui n'a pas fait tout. Je laisserai évidemment les expériences en discuter. Et donc on parle vraiment de ces différents niveaux de qualité. Le niveau 1 où on a vraiment les guidelines, les normes, les structures, les procès, enfin pas encore les procès, la qualité 2, la mise en œuvre des améliorations, et la qualité 3 qui sont vraiment les résultats. Voilà, l'accréditation, encore une fois, joue relativement peu sur les résultats, et donc c'est probablement pas là qu'il faut aller chercher la raison pour faire l'accréditation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire l'accréditation, c'est le débat évidemment à avoir.
Quelles évolutions possibles pour l'accréditation? Il y a des tas de choses qui se passent. Je vais reprendre les hôpitaux danois, ce n'est pas sur mon slide, mais je vais vous le dire quand même, où donc avec les études qui ont montré l'impact, en fait, au Danemark, les hôpitaux publics ont arrêté l'accréditation. Après 2 cycles, ils l'ont arrêté. En fait, c'est le seul endroit dans le monde où il y a vraiment un pays qui a pris la décision d'arrêter. Il y a des arrêts, des hôpitaux qui se lancent, qui arrêtent, qui recommencent partout dans le monde, mais vraiment, une région qui a pris cette décision, c'est les seuls, mais ils n'ont pas arrêté pour ne rien faire. Donc, ils sont lancés dans des démarches qualité très, très ambitieuses, qui ne portaient pas le nom d'accréditation, mais voilà. En Flandre, on assiste aujourd'hui à un débat très proche de celui-là, à savoir, et plus qu'un débat, puisqu'il y a toute une série d'hôpitaux qui ont pris la décision de ne pas renouveler leur contrat d'accréditation, la KU Leuven en tête, en gardant à l'esprit qu'ils ont quand même déjà fait 4 cycles d'accréditation par la JCI avant de choisir de passer à autre chose. Cette autre chose étant FLACUM, qui est le Flanders Quality Model, qui est donc un modèle qui a été développé par la KU Leuven, modèle qualité, pas normatif, pas top-down, qui est plutôt les dimensions à faire vivre bottom-up. Mais donc avec aussi sous-jacent la question de à quel niveau de maturité une institution doit être pour peut-être passer à un autre type de modèle. C'est une question, voilà, je faisais pas la réponse. Une autre évolution possible, et ça a été cité ce matin, en tout cas pour le premier, c'est évidemment la mise en réseau, la création des réseaux, et donc la gestion de la qualité dans ces réseaux, et donc potentiellement l'accréditation du réseau. C'est des choses qui se font pour l'instant en Flandre, où Qualicorp, qui est un organisme hollandais mais qui travaille avec le référentiel canadien, travaille au moins avec un réseau hospitalier pour accréditer le réseau. Et donc pour adapter à la fois les visites, potentiellement l'utilisation des référentiels, pour vraiment avoir cette notion de réseau plutôt qu'institution stand-alone. L'autre évolution, c'est aussi les autres institutions de soins, et notamment les maisons de repos, où en Wallonie, on a 1, 2, 3, j'ai perdu le compte un peu, mais enfin, il y a quelques maisons de repos qui aujourd'hui sont accréditées, certaines qui se lancent, d'autres qui ne veulent pas entendre parler. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est une évolution. Et donc, on voit que différents types de structures sont dans cette démarche. En Flandre, la Croix-Jaune et Blanche est accréditée, en tout cas sur 2 provinces, par aussi un organisme d'accréditation, donc ce type de services de santé sont aussi accrédités. Ce qui nous amène finalement à ces notions sur lesquelles je travaille pas mal d'intégration du système. Et donc de dire, voilà, on travaille beaucoup en intramuros, avec beaucoup de choses à faire en intramuros. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier l'intramuros, mais qu'évidemment, il y a autre chose que l'intramuros, et que de plus en plus, on va vers des structures qui sont connectées, et c'est une bonne chose, et c'est probablement indispensable, et donc c'est probablement pas fait autrement pour assurer la pérennité et la durabilité du système de santé dans le long terme. Mais donc c'est aussi une évolution possible, évidemment, de ces démarches qualité, c'est de sortir complètement des murs et de vraiment aller de manière beaucoup plus transversale sur cette approche de qualité. Est-ce que c'est l'outil accréditation ou un autre qui doit le faire? Ça, c'est évidemment une question ouverte. Voilà un peu le contexte pour général, et donc je vais céder la parole à mes 2 collègues pour qu'ils puissent vous rapporter leur expérience en la matière, et puis on ouvrira le débat. Merci. Voilà. Mais donc, rien que vous présenter le CHU Celles-Namur. On a vu une petite slide tout à l'heure. Le CHU Celles-Namur, c'est justement partie des complexes, entre guillemets, d'un mini-réseau déjà en tant que tel. C'est quoi le CHU? C'est 3 hôpitaux. 2 hôpitaux généraux et un hôpital universitaire non académique, qui est le site de Godine. Et donc, en l'occurrence, Sainte-Élisabeth sur Namur, Salzine, en l'occurrence, c'est moi le médecin-chef. Il y a Dinan, qui est un hôpital général, et entre guillemets, la particularité d'un hôpital universitaire non académique. Donc c'est déjà quand même assez complexe, et c'est ça le CHU. Mais en plus de ça, il y a quoi? Il y a 10 lits de soins palliatifs, qui est le foyer Saint-François, et en plus de tout ça, on en parlait justement à Léonie, maison de repos et de soins, et alors en plus, on continue, crèche et petite enfance. Donc c'est énorme. Et donc c'est quand même quelque chose qui sort un peu du cadre de tout ce qu'on entend, un site hospitalier accrédité, ok, le CHU c'est Namur, donc tout ça, donc plus de 5000 personnes, quand même un chiffre d'affaires pour vous donner quand même aux alentours d'un peu plus de 500 millions, à un moment ou à un autre, ok, oui, on est accrédité. Alors de nouveau, on va revenir avec ça, entre guillemets, ça c'est entre guillemets ce que je viens de vous dire brièvement, et donc sans oublier les polycliniques, on est accrédité, mais c'est aussi particulier, on est accrédité avec le référentiel Accréditation Canada International.
c'est Canada. Déjà, ça peut un peu choquer. Hein. Je suis là pour le débat, hein, donc il ne faut pas hésiter. Canada, c'est un peu choquant. Pourquoi on a besoin d'un référentiel qui vient du Canada pour nous dire comment travailler en Belgique? Avec toutes les particularités, déjà, en intra-Belgique, c'est déjà pas évident. Et nous, on a reçu quoi? On a reçu, entre guillemets, le niveau or. On peut encore faire une polémique là-dessus. Et de nouveau, ce qu'on ne vous dit jamais, parce que quand on communique, on dit qu'on est accrédité, on est accrédité, mais presque tous, et pour ne pas dire tous, parce que j'en ai pas la certitude, c'est sous condition. C'est aussi interpellant, sous condition. Ça veut dire quoi? Clairement, nous, on est accrédité, entre guillemets, hors, sous condition. Et donc, le premier avantage que, en l'occurrence, parce que c'est un partage d'expérience que j'y vois, comme médecin-chef, responsable de la qualité, mais il y en a d'autres, on y reviendra, c'est qu'à un moment ou un autre, ça a créé une synergie, un projet fédérateur pour le CHU et pour son personnel, soignant ou non soignant. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on s'est dit, on a cet objectif-là, cette ambition-là, pour la qualité et la sécurité de nos patients, et ça, c'est un langage qui parle. Il y a un objectif commun qui se dit, ok, les 5000 personnes, on va travailler pour ça, pour atteindre ce niveau-là de qualité, entre guillemets, or ou autre. Et donc ça, c'est quand même un point important, et c'est un des messages importants, c'est que ça crée cette synergie, cette complémentarité. Et c'est là où je rejoins de nouveau pour interagir par rapport aux réseaux hospitaliers, qui sont entre guillemets maintenant des éléments obligatoires. Le réseau hospitalier namurois, ce serait quand même sympa ou agréable de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en termes de qualité et de sécurité, et pas forcément toujours en termes entre guillemets d'agréments lourds ou autres. Mais ça pourrait être une vraie politique, entre guillemets, une ambition régionale de dire ça. Et je rebondis, c'est qu'à un autre, je suis quand même persuadé, dans le Namurois, l'expérience démontre le contraire, ce sont les hôpitaux psychiatriques chez nous, dans le Namurois, on n'en parlera pas beaucoup, mais qui ont été accrédités dans les premiers, en l'occurrence le Beau-Vallon. Et la CNP Saint-Martin, 2 hôpitaux psychiatriques qui ne font pas partie des réseaux, c'est aussi quand même particulier aussi, c'est un autre débat, mais qui intégralement ont déjà intégré cette politique qualité depuis bien avant nous. Ils ont vraiment une démarche qualité-sécurité centrée. Donc ça, c'est pour vous donner le rapide contexte, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est que le CHU, qu'est-ce que nous avons reçu comme label Accréditation Canada Or, et se dire, être un peu provoquant, ok, est-ce qu'on aurait pu le faire avec d'autres référentiels, d'autres normes, puisque c'est quand même, vous l'avez déjà vécu si vous avez été accrédité, un autre, on nous pose des questions, mais on se demande où on est. On est dans un monde montre, on est dans le Canada. Ah ben, qu'est-ce que vous faites dans une situation où pendant 72 heures, vous n'avez pas entre guillemets de mazout pour alimenter vos pompes? Ah ouais, en principe à Namur, en principe en Belgique, en principe, tout peut toujours arriver, mais c'est quand même la réalité. Alors je suis provocant de nouveau, ce n'est pas 72 ans le référentiel, c'est drôle. Mais un autre détail, c'est pour vous dire, la loi, l'aide médicale urgente. Je suis à la base cardiologue urgentiste. Mais clairement, les gens du Canada, quand ils ont audité notre salle d'urgence, ils n'ont rien compris. Mais qu'est-ce que c'est que cette régulation, l'AMU, l'aide médicale urgente, le 112, et c'est quoi ces ambulances qui vont partout? On ne comprend rien. Ils n'ont rien compris. Chez nous, ils n'ont rien compris. L'auditrice qui nous a audité n'a rien compris à notre réalité, belgo-belge, et peut-être wallonne aussi, et par rapport à ces districts, entre guillemets, cette aide médicale urgente. Et donc, c'est pour vous dire qu'à un moment ou un autre, et on a même été recalé, hein, on a dû justifier, entre guillemets, expliquer la situation belge et la loi qu'à un moment ou un autre, ben non, on ne peut pas dire à une ambulance qui est envoyée par l'aide médicale urgente qu'elle peut venir chez nous d'office et qu'elle doit venir d'office chez nous. Ça ne nous appartient pas. Moi, je préférais comme directeur médical pour augmenter l'activité, mais ça ne nous appartient pas. Et donc, c'est pour vous dire à un moment ou un autre, parfois, on doit leur faire comprendre, et même quand on leur explique oralement, ils ne sont pas d'accord. Hein. On a été confrontés à des situations comme ça, parfois un peu rocambolesques. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est pour un peu élargir le débat aussi, c'est la démarche qualité et sécurité avec l'accréditation. Et le reste, à un moment ou à un autre, on est accrédité, c'est bien, ok. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tout le reste, et on peut en citer, est-ce qu'il y a un intérêt à développer les autres indicateurs, les autres normes, les ISO, pour le laboratoire, les normes BELAC, en l'occurrence, ou plein d'autres choses? Est-ce que, par exemple, alors on laisse tomber tout ça, et on uniformise accréditation HAS ou ACI ou JCI, ça revient au même. Est-ce qu'on laisse tout tomber, ou est-ce qu'on essaie d'être complémentaire, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour qu'in fine, le patient soit quand même mieux? Et le CHU, c'est important de pouvoir le dire, on s'est orienté que l'accréditation, ce n'est qu'un outil. Et ce n'est pas péjoratif, mais c'est un outil pour parvenir à quelque chose de mieux. À un moment ou à un autre, ce n'est pas le seul et unique qualité, sécurité, accréditation. C'est trop limité, on l'a vu. Et vous le voyez dans notre pratique, à un moment ou à un autre, la qualité, c'est d'abord d'avoir un diplôme adéquat et de vérifier que la personne qui exerce le métier de médecin a un diplôme reconnu officiellement. Et puis après, de vérifier quand même qu'il est à jour en termes de compétences. Et on a parlé de simulation et tout, en autre qu'on ait des guidelines pour dire comment on fait et comment on peut s'améliorer et qu'on ait un parcours de formation. Et on le voit dans la loi qualité, que clairement, on va arriver vers, entre guillemets, des CV de qualité au niveau médical et au niveau des soignants, en disant qu'on est obligé d'avoir démontré autant de démarches sur 5 ans ou autres d'actes techniques ou autres. Et donc, à un moment ou à un autre, on ne peut pas se dire « ça n'arrive pas et ça n'arrive pas, entre guillemets, ça arrivera qu'aux autres ». À un moment ou à un autre, on doit prendre en charge notre qualité à titre individuel.
Et donc, en l'occurrence, ici, on a décidé, au niveau du CHU, donc de tous les ensembles que je vous ai cités précédemment, de se dire, la démarche qualité, ce n'est pas que l'accréditation. C'est à un moment ou à un autre, la gestion des événements indésirables. Ah, ok. La gestion des plaintes. Un directeur médical, en l'occurrence un médecin-chef qui ne gère pas les plaintes, c'est une catastrophe. C'est quelque chose qui me prend quand même énormément de temps, parce que les plaintes, tant internes des événements indésirables, ou les plaintes externes, c'est comme ça de façon stéréotypée, avec la médiatrice, ben, ça permet, si on entend vraiment les plaintes, qu'on le fait de façon contradictoire, à charge et à décharge, on instruit, et après on essaye surtout de s'améliorer. Une amélioration continue. Ah ok, les 10 plaintes qui concernent nos services d'urgence ou de cardiologie, ah ok, je les ai analysées, le dénominateur commun, la cause racine, hein, vous connaissez ça parfois mieux que moi, pour certains qui sont vraiment à la qualité, ah ben c'est ça. Ok, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce point-là bien précis? Et là, à partir de là, on essaie de former, on essaie d'informer, on essaie de reformer les gens. Mais c'est toute une démarche bien plus large. À un moment ou à un autre, on y a déjà parlé, c'est la formation continue. La formation continue, je vais vous le dire, la charge importante en termes d'obligation, c'est 4 jours minimum de formation obligatoire qu'on doit fournir comme employeur à notre personne, salariés et autres, et ça sera bientôt 5 jours. Ben, comment essayer de le rendre vivant en inscrivant dans une démarche de qualité et de sécurité? Et je peux en citer encore plein d'exemples, un ou un autre. Il n'y a pas que ces événements désirables, il n'y a pas que la gestion des plaintes, il n'y a pas que les autres indicateurs de qualité. Et ce que je reviens pour rebondir par rapport aux résultats, à un moment ou à un autre, je vais être très provoquant, mais quand vous rentrez pour une opération d'une prothèse totale de hanche, vous vous en foutez de tout le reste. Vous voulez être bien, être sur vos 2 pieds au bout de quelques semaines et que ça marche, que vous n'ayez pas d'infection nosocomiale, qu'entre guillemets vous puissiez remarcher, faire votre sport. Le résultat, c'est vraiment le résultat qui compte. Qui, entre guillemets, peut-être eu un petit problème, mais mineur, ou peut-être un presque problème, comme on dit, il y a des termes bien que vous connaissez peut-être mieux que moi et tout, un presque incident, à un moment ou à un autre, ça, il s'en fout, il ne le verra peut-être même pas, le patient. C'est in fine le résultat. Est-ce que j'ai ma prothèse totale de hanche qui est adaptée et qui, entre guillemets, ne posera pas de complications à court, à moyen ou à long terme? Alors, une question provocante, parce que je préfère être de nouveau, c'est, rappelez la loi. Qui est responsable, selon vous, de la qualité, de la sécurité au sein d'un hôpital, par exemple? Le médecin-chef. Ok, bonne réponse. Tout le monde. Ok, bonne réponse. Qui d'autre? Dans la loi, tout le monde, malheureusement, ça n'existe pas. Mais c'est une bonne réponse parce que je pense qu'il est intrinsèquement relié. Qui d'autre est responsable de la qualité et de la sécurité? Légalement parlant, dans les textes de loi. Tout le monde, c'est une secrétaire. Je suis d'accord avec vous qu'elle doit être responsable de la qualité et de la sécurité, parce que si elle ne fait pas un problème d'identité-vigilance, mais dans la loi, il n'y a pas marqué que c'est le rôle de la secrétaire. Et ce n'est pas péjoratif, c'est que... J'ai entendu? Le chef de service, également, quand vous regardez. Quoi d'autre comme organe? Au niveau des hôpitaux. Le directeur médical ou le médecin-chef, tout à fait. Oui, ok. Et quoi d'autre? Parce que c'est ça qui n'est pas connu. Le conseil médical, vous connaissez? Le conseil médical, dans la loi coordonnée des hôpitaux, il y a marqué qu'il a un devoir de qualité et de sécurité aussi. Et donc c'est important. Et le médecin-chef, pour revenir au rôle que je connais bien et c'est l'expérience, il doit collaborer avec tous les autres directeurs du département pour faire en sorte que le patient, et que ce ne soit pas en silo, mais idéalement transversal. Et donc c'est toutes des notions importantes, et de se dire à un moment ou à un autre, mais qui est responsable? Et à un moment ou à un autre, le médecin, pour parler ce que je connais quand même bien, le médecin est d'abord lui-même responsable de la qualité et de la sécurité qu'il va faire vis-à-vis de son patient. C'est pas anodin à dire, c'est dire qu'à un moment ou à un autre, vous préférez avoir un processus extrêmement performant qui vous dit de là à là, tout est parfait, et avoir un médecin totalement incompétent, ou vous préférez à l'inverse avoir un processus catastrophique, mais le médecin est super compétent. À un autre, qu'est-ce que vous préférez choisir? C'est un vrai débat. Est-ce qu'on préfère choisir A ou B? Ou est-ce qu'on préfère se dire, on préfère que le processus soit moyen et que le médecin soit moyen? On peut faire au milieu. Je ne sais pas si vous serez content avec la prothèse totale de hanche. Quel est le résultat qui compte? Qu'est-ce qui compte? Et quel est l'indicateur qui va me dire, ah, là, ça c'est mieux? Donc, tout simplement, ne pas oublier de revenir au fondamental, je regarde le timing, encore 2 minutes, au niveau du rappel de la loi, de se dire qui est responsable de quoi. Et c'est là, à un moment ou à un autre, que vous comprenez la complexité par rapport à la situation parfois belgo-belge. Quand un médecin ne donne pas satisfaction en termes de la qualité et de la sécurité, qu'est-ce qui peut être mis en place pour essayer de l'aider à améliorer sa qualité de soins? Ça, c'est un vrai débat. Alors, on va pas revenir. Est-ce que c'est l'accréditation? Je pense en partie, personnellement, que oui, l'accréditation peut revient aux guidelines fondamentales, revient aux procédures intra-hospitalières de tout l'hôpital pour bien le respecter, oui. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? À un moment ou à un autre, non. Est-ce qu'il doit peut-être aller retourner au centre de simulation? Est-ce qu'il doit peut-être aller refaire des cours théoriques? Donc à un moment ou à un autre, c'est ça aussi la qualité et la sécurité. C'est que chacun, à titre individuel, donc je reviens, ça au niveau secrétariat, au niveau technicienne de surface, à un moment ou à un autre, c'est un point important, une technicienne de surface qui ne respecte pas la procédure et qui n'en a rien à cirer de nettoyer la salle d'op et qui ne va pas utiliser le bon produit au bon moment. Clairement, vos infections, comme hygiéniste, vous allez voir une infection de prothèse totale de hanche.
Donc le monsieur qui est sorti avec sa prothèse totale de hanche, eh ben, il va tout à fait déboussoler, et ce ne sera pas la faute du médecin, ni la faute de la procédure macro, mais peut-être d'une personne qui n'aura pas respecté les guidelines ou les recommandations. Et donc c'est là l'intérêt ou l'importance par rapport à ça. Et puis après, pour être provocant, pour la dernière minute, vous connaissez, pour ceux qui ont fait l'accréditation, et le patient partenaire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est redondant, on commence à en rigoler tout le temps parce qu'on a toujours intégré le patient. C'est un peu, entre guillemets, pour rigoler que je dis ça, mais à un autre, j'ai posé la question, et on pourra en participer dans le débat, un autre patient partenaire préféré pour l'instant, des derniers mois, c'est ChatGPT. Je vous invite à le faire, mettre accréditation, les plus, il vous sort le truc mieux que moi, hein, et mieux qu'on pourrait faire. Après, l'avantage qu'il n'a pas notre expertise et notre expérience, mais il vous donne tous les éléments positifs, et puis après j'ai fait la même chose, tous les éléments négatifs par rapport à ChatGPT et l'accréditation. Ah ben qu'est-ce que c'est? Il nous détruit. Et puis après, je pense qu'il serait intéressant dans le débat de passer peut-être 2-3 items, des points positifs ou des points négatifs, en se disant, ben, notre réalité, tant de Stéphane que de Denis que de moi, et de votre réalité, ben, comment on peut se dire, ok, moi il me met, entre guillemets, le désavantage, ou entre guillemets, on peut dire, c'est le coût. Ok, ben, le coût, ok, ben, la non-qualité a aussi un coût. Donc tout est à discuter et à débattre, mais ça on y reviendra. Et donc je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, dans cette démarche, ayons toujours quand même, et c'est ça l'intérêt au niveau du CHU et au niveau même d'un chef de département ou chef de service, c'est de se dire, et là qu'on parle le même langage commun, c'est le patient. Et ça c'est le gros avantage dans les soins de santé, et même soins de santé élargis, hein, maison de repos, crèche petite enfance, ou même autres structures ASBL, vraiment et tout, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité et la sécurité de nos patients? Je vais passer la parole à Stéphane, merci. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'expérience de l'accréditation dans une organisation qui gère 2 hôpitaux, qui sont un hôpital psychiatrique qui s'appelle le Chênoé, et qui compte environ 400 lits, et un hôpital général qui s'appelle Ambroise Paré, 415 lits. Le premier a été accrédité à platine il y a à peu près 1 an, et le deuxième accrédité or il y a quelques mois. Et voilà, comme vous aviez, je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients, du pour et du contre finalement dans notre expérience de ce processus d'accréditation. Donc voilà, j'ai essayé de peser les 2 plateaux de la balance. Pour moi, le plateau pèse plutôt pour le pour. On est content de l'avoir fait, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros inconvénients et des... voilà, dans le plateau négatif, il y aura des choses qui seront importantes à dire parce que tout n'est pas rose dans ce processus d'accréditation. Pour moi, le plus gros avantage de l'accréditation dans notre institution, c'est que ça nous a permis d'instaurer un changement vraiment radical et rapide. En quelques années, on a changé toute une série de choses qui n'auraient pas changé à ce rythme-là dans notre institution. Surtout étant une institution, aussi bien dans l'hôpital psychiatrique que dans l'hôpital général, qui n'était pas très loin, très mûr dans sa politique de qualité. Aussi bien au niveau des pratiques qu'au niveau de la gouvernance, on n'était pas très mûr, on n'était pas très avancé, on n'avait pas beaucoup de bonnes pratiques. Denis parlait de la KUL qui avait fait 4 cycles d'accréditation. Eux, je peux comprendre qu'après 4 cycles, ils ont atteint une maturité qui leur permet de se dire, bon, est-ce que ça nous apporte encore des choses? Nous, on n'était pas du tout là, on partait vraiment, pas de zéro, parce qu'on fait toujours de la qualité d'une manière ou d'une autre, mais on partait quand même de très bas. Au Chênoé, les médicaments, ils étaient rangés dans des pots de yaourt, dans les unités. Dans les conseils d'administration, dans les comités de direction, le mot patient, et encore plus le mot qualité, le mot sécurité des patients, ils étaient très peu prononcés. Les ordres du jour des organes importants, c'était des questions administratives, c'était des questions financières, des questions éventuellement de ressources humaines, et très rarement, ou de travaux, mais très rarement des questions liées aux patients et sa sécurité. Et ça a vraiment changé radicalement en quelques années. Et il y a tout un langage commun entre les différentes directions qui s'est mis en place et qui ne se serait pas mis en place aussi vite sans l'accréditation. Parce qu'à un moment donné, vous dites, voilà, on se lance dans le processus, notre objectif est d'être accrédité dans 3 ans, il n'y a plus le choix. Tout le monde est obligé de s'impliquer, tous les départements lisent le référentiel et disent « Ah ouais, ok, je dois faire tout ça pendant 3 ans, j'ai intérêt à me retrousser les manches, parce que je n'ai pas envie que ce soit à cause de moi que l'hôpital ne soit pas accrédité. »
Donc ça oblige vraiment tout le monde à se retrousser les manches, y compris des personnes qui n'étaient pas du tout sensibilisées à ces questions-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée du processus d'accréditation. Deuxième avantage, c'est que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre des bonnes pratiques. Simplement en lisant les référentiels, en essayant de comprendre ce que ça voulait dire, on a appris des choses qu'il est bien de faire dans un hôpital pour la qualité et la sécurité et qu'on ne connaissait pas ou auxquelles on n'avait jamais pensé. Il y a d'autres choses qu'on connaissait, qu'on savait qu'il serait bien de faire un jour, mais qui étaient toujours reportées à plus tard ou qui paraissaient impossibles. Par exemple, en matière informatique, il y a des choses que les pharmaciens et les médecins demandaient depuis longtemps en termes de prescription. Par exemple, que le logiciel puisse donner une alerte quand il y a une incompatibilité entre deux médicaments prescrits ou bien une dose prescrite qui est anormalement haute, donc qui est probablement dangereuse, qu'il y ait une petite alerte qui se mette. Moi, je me souviens, nos pharmaciens et médecins demandaient ça depuis longtemps et l'informatique disait « Ah ben non, c'est pas possible avec notre logiciel pour telle et telle raison technique, donc voilà, on ne fait pas. » Et puis là, comme ça a été mis dans les référentiels, ils n'ont plus pu dire non, et donc ça s'est fait. Alors ça a favorisé, chez nous en tout cas, un systématisme et une discipline. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas dans vos hôpitaux, mais nous en tout cas, dans les nôtres, et notamment dans l'hôpital psychiatrique, mais aussi dans l'hôpital général, c'est une culture un peu, on est sympa, chacun fait ce qu'il peut, mais on n'a pas une discipline un peu comme on les nordiques ou les anglo-saxons, s'il y a une règle, tout le monde l'applique systématiquement. Et donc parfois entre ce qui est écrit dans une procédure et les gens qui de 1 lisent la procédure et de 2 l'appliquent, il y a un fameux décalage. Et l'accréditation, comme on savait qu'il y avait des inspecteurs, là, on ne pouvait plus avoir ce décalage. Et donc, il y a toute une série d'audits internes, etc., qui ont été mis en œuvre pour vérifier que les règles sont appliquées et que ce n'est pas juste sur papier que ça existe. Et donc, ça a apporté beaucoup de systématisme. Alors, pas parfaitement, parce qu'il y a aussi l'effet on se met en ordre pour quand l'inspecteur est là, et puis quand l'auditeur ou l'inspecteur n'est pas là, on fait autrement. Mais ça a quand même aider à faire les choses de manière beaucoup plus disciplinée. Ça a beaucoup favorisé la transversalité, c'est-à-dire que à une époque, après accréditation, les soignants savaient un petit peu ce que c'était la qualité, s'en préoccuper, étaient en partie formés à ces choses-là et à ce vocabulaire. Les non-soignants, beaucoup moins. Donc les départements de support, notamment, ne venaient pas au comité qualité, ne s'y intéressaient pas, ils n'avaient pas vraiment de politique active dans le domaine, ou très peu. Et là, ça a obligé, comme le processus d'accréditation est géré par chantier, qui sont en général des chantiers transversaux entre plusieurs départements, ça a obligé tous les départements à s'appliquer ensemble et ça a favorisé le travail pluridisciplinaire, disons, entre les différentes parties de l'institution. Ça a aussi orienté les dépenses, financièrement, les dépenses vers les questions de qualité et de sécurité. On travaille avec des moyens limités et parfois il y a des choix à faire. Donc, à quoi dépensons-nous notre argent? Est-ce que c'est à des choses qui vont favoriser notre image? Est-ce que c'est des choses qui vont faire plaisir au personnel ou aux syndicats? Est-ce que c'est des choses qui vont permettre de respecter certaines règles ou de passer certains caps par rapport à des normes? Là, ça a obligé à faire toute une série de dépenses liées vraiment à la qualité et à la sécurité des soins. Par exemple, dans les travaux, on a fait beaucoup de travaux qui étaient reportés depuis longtemps, mais qui étaient vraiment intrinsèquement liés à la sécurité. Par exemple, les chambres d'isolement psychiatrique qui devaient être refaites depuis des années. Là, les auditeurs d'ACI nous ont dit vous devez les refaire absolument, sinon vous ne serez pas accrédité. Voilà, ils ont été refaits. Dernier avantage, c'est que ça nous a apporté beaucoup de fierté une fois que ça a été fait. Alors, mais avec une petite nuance, c'est que ce n'est pas le même niveau de fierté au niveau des directeurs qu'au niveau du personnel de terrain. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien à l'ego des directeurs. On est très fiers de pouvoir dire, surtout quand on est platine, là, c'est la frime. Mais même sur le terrain, quand même, quand
quand on a eu l'annonce que l'accréditation était accordée, les gens l'ont vécu comme une victoire collective en fait. Et tout le monde s'est dit, allez, on y est arrivé, ça fait des années qu'on y travaille. Et donc, c'est quelque chose, surtout dans le contexte qu'on a vécu très difficile, Covid, etc., où l'ambiance était vraiment très morose. Là, ça a été une espèce de rayon de soleil, de dire, allez, on a fait collectivement quelque chose de super positif. Et en particulier dans l'hôpital psychiatrique, qui avait toujours eu un petit complexe d'infériorité par rapport à l'hôpital général. Et là, comme il a eu l'accréditation un cran au-dessus de l'hôpital général, voilà, les gens étaient très contents. Alors, l'autre côté de la balance, qui est quand même pas à négliger pour moi, c'est que d'abord, par nature, c'est vécu comme une imposition externe. D'autant plus, comme Xavier l'a dit, que ça vient de l'étranger, c'est un modèle canadien. Donc, on dit pourquoi on doit faire ça, ça ne correspond pas à nos réalités. Nous, on travaille bien comme on est, pourquoi il faut nous imposer des normes de l'extérieur? Donc ça, c'est un point faible intrinsèque de l'accréditation. On dit, voilà, les Canadiens, ils ne sont pas comme nous, les Américains, ils ne sont pas comme nous, ils ne nous comprennent pas, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ça rend difficile l'acceptation par les équipes. Mais pour moi, le gros inconvénient de l'accréditation, c'est que ça augmente le niveau de bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est vraiment la peste de, je pense, nos sociétés, mais en particulier de nos hôpitaux. Un facteur important pour moi dans le mal-être du personnel des soins de santé, notamment des soignants. Mais c'est cette bureaucratie qui n'a fait qu'augmenter dans les dernières décennies, où l'infirmière, le médecin aussi, et même les autres professionnels, mais en particulier les soignants, ils ont l'impression de passer plus de temps sur leur ordinateur à cocher les soins qu'ils ont réalisés ou à justifier toute une série de choses qu'à parler avec le patient et à réaliser les soins eux-mêmes. Et ça, il faut quand même bien reconnaître que l'accréditation accentue ça, parce qu'elle instaure toute une série de règles qui sont quand même des règles bureaucratiques. Nous, on a dû, comme beaucoup d'hôpitaux, acheter un système de gestion documentaire pour pouvoir gérer en ligne des centaines et des centaines de procédures. Et dans les mois qui ont précédé l'accréditation, les gens recevaient des mails X fois par semaine avec veuillez lire telle procédure, veuillez lire telle procédure, veuillez lire telle procédure. J'en avais vraiment ras-le-bol. Et évidemment qu'ils ne lisaient pas tous. Et donc, ça c'est quand même très lourd pour les équipes. Et ça explique que beaucoup de personnel soignant de terrain n'apprécie pas la démarche, il faut bien reconnaître. Il y a une des conversations les plus intéressantes que j'ai eues ces dernières semaines, c'était avec une infirmière qui avait fait 43 ans à l'hôpital. Et une semaine avant de partir à la pension, elle a demandé à me rencontrer pour me raconter un peu sa carrière et ce qu'elle pensait de l'évolution de l'hôpital. Et dans les points négatifs, il y avait quand même l'accréditation. Donc elle n'avait pas compris l'intérêt et elle en avait vécu vraiment négativement le côté bureaucratique. Dans les autres inconvénients, il y a le jargon, c'est lié à l'aspect bureaucratique, mais le fait que les référentiels, notamment canadiens, qui sont ceux que je connais, parfois pour les décoder, il faut s'accrocher. C'est pas les mots qu'on utilise au quotidien. Alors déjà, nous, en tant que cadre, directeur, des gens qui ont fait des études souvent universitaires, c'est déjà pas simple, mais alors des gens de terrain, lire un référentiel, c'est un vrai exercice de traduction. Ça induit beaucoup de coûts qui ne sont pas financés. Des coûts de travaux, des coûts humains, des coûts en termes de charge de travail. Donc c'est un processus qui est très coûteux. Et un dernier inconvénient, c'est que si tout le monde gagne, ça ne veut plus rien dire. Or, aujourd'hui, je ne connais aucun hôpital qui s'est engagé dans un processus d'accréditation qui n'a pas au moins obtenu l'accréditation or. Et c'est dû, je pense, notamment au fait que les organismes accréditeurs, ils ont un intérêt commercial, financier, à ce que les gens soient accrédités. Ils n'ont pas intérêt à ce que les gens échouent. Et donc, on fait l'accréditation pour montrer qu'on est bien, mais si tout le monde est bien, est-ce que ça veut encore dire quelque chose?
Voilà, c'était en gros les conclusions telles que vécues dans notre institution. Et ben, je vais vous laisser la place pour les questions peut-être. Mais merci à vous.